ça, si? Il n'y a pas grand monde, j'ai la voix qui porte, hein, sinon. Vous enregistrez, c'est ça? Allez. Je vous propose qu'on débute, ça fera venir les retardataires. Je vois que la sustainability, c'est pas le même sujet que les conteneurs et les DevOps, mais globalement, on va essayer de mélanger les deux sujets. On m'a demandé de choisir un thème sur le numérique responsable, qui est un petit peu le hype du moment, décarboné, etc., etc. Donc je vous propose de repartir vraiment à la fois de ce qu'on a fait par le passé, de ce qu'on projette de faire dans le futur, et puis de se souvenir que derrière tout le bric-à-brac technologique, il y a toujours des serveurs, des onduleurs, des batteries, des transformateurs, des adductions électriques, des bâtiments, etc. etc. Donc moi, je suis Kevin Polizzi, le président, le fondateur d'Unitel Group. Unitel, c'est un groupe qui fait à la fois du hardware et du software, puisque historiquement, on vient du monde du cloud et des télécommunications. On a dans le groupe un peu plus d'une centaine d'entreprises qui fabriquent, qui exploitent et qui opèrent. Globalement, si je divise le groupe en 3 catégories, il y a une première partie qui fait vraiment du business IT, deep tech, IA, machine learning, etc. Une deuxième partie qui fait plutôt du smart building et de la construction, un peu hérité de ce qu'on a fait dans les data centers. Un troisième partie qu'on appelle nous legacy. Alors c'est pas du tout du vrai legacy business. C'est par exemple The Camp, l'hôtel de The Camp, qui sont des activités un peu plus traditionnelles, qui requièrent entre guillemets un peu moins de technologie. Les 3 grandes filiales qui nous intéressent dans Unitel Technologies, c'est tout ce qu'on fait du côté du cloud, du edge, puisque maintenant il faut fournir exactement les mêmes services que dans le cloud à l'edge, probablement avec le même modèle de flexibilité financière et de disponibilité technologique. Le smart building, c'est des programmes. Il y a un Fab Lab juste derrière moi à The Camp où on met de la technologie qu'on intègre et qu'on déploie dans le monde du bâtiment avec un gros enjeu de sustainability. Globalement, on éteint la clim la nuit et on essaye de compter le CO2 correctement. Et puis dans Ventures, c'est les participations. On a 2 tiers-lieux, un qui existe aujourd'hui, qui est The Camp, dans lequel on fait des séminaires, des événements aujourd'hui. Et merci d'être là pour partager ce forum WAX. De la formation aux transformations, parce que dans The Camp, vous avez 33 programmes de formation qui ont été diffusés à partir de début mars. Et puis les Fab Labs, dans lesquels on vient expérimenter de l'IT, de l'IA, du machine learning, du big data. On n'est pas trop un Fab Lab de construction, comme c'est un petit peu le cas historiquement. Là, on est plutôt un Fab Lab d'IT, dans lequel on retrouve effectivement un certain nombre de composants. Un projet qui va arriver à Marseille dans les semaines qui sont devant nous, qui est le campus cyber, qui est une thématique absolument omniprésente. Et donc le gros focus aujourd'hui, c'est d'installer The Camp, qui est un campus des transformations et de la décarbonation à Aix, et un campus cyber, qui est un campus beaucoup plus technologique, à Marseille. Si on vient rapidement en arrière sur ce qu'on a fait ces 15-20 dernières années, on a mis à peu près 10 ans pour fabriquer une infrastructure de cloud fonctionnelle sur laquelle on puisse vraiment compter, trustable, reliable, quelque chose de fiable. On a mis 5 ans pour la rendre hybride, pour la déployer en multi-cloud un petit peu de partout, mais aussi pour finalement commencer à la déployer jusque chez les clients finaux. Et puis aujourd'hui, bienvenue messieurs, aujourd'hui on est sur une thématique beaucoup plus courte, de l'ordre de 1 à 2 ans, sur les objets connectés, sur l'IA, sur le fait que les usages et les métiers rencontrent tout ça. Rien n'existerait de l'Internet of Everything si les étapes 1 et 2 n'avaient pas été possibles ces 15 à 20 dernières années. Alors, on me demande toujours pourquoi je reste à Marseille, au-delà du fait que je sois né ici, qui est une première vraie explication. La deuxième explication, c'est qu'on est le fameux 7e hub de câbles et télécommunications mondiales. C'est la première presse que je fais en rose, hein, je vous rassure. Je ne sais pas si ce sera la dernière, mais c'est la première, dans lequel en fait on voit tous les câbles sous-marins qui arrivent à Marseille. C'est des câbles d'infrastructures internationaux qui connectent l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest, le Middle East, l'Afrique jusqu'à Singapour. Ils touchent l'Europe depuis Marseille et donc on a bénéficié, grâce à l'investissement privé, de nombreuses infrastructures qui nous permettent d'aller réfléchir à des services et de l'emploi au-dessus de ces infrastructures. Alors, premièrement, quand on dit sustainable, enfin responsable, enfin, c'est vraiment le vrai sujet. C'est est-ce qu'on y est vraiment ou est-ce qu'on a encore beaucoup de chemin à parcourir? Donc, on va déjà s'occuper, nul n'étant censé ignorer la loi,
on va déjà s'occuper de la loi. Et donc le cadre juridique du développement durable, il est assez clairement établi. On est, vous en avez entendu parler, partout sur le GIEC, le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. L'hypothèse basse, c'est limiter le réchauffement à 1,5 degré. Vous avez probablement vu la semaine dernière qu'on est en train de plancher sur un scénario à 4 degrés. On parlera tout à l'heure de la consommation des data centers qui est identifiée à 3%. On est en train de chiffrer la consommation du numérique à 25%. Donc on est un peu en train de perdre le contrôle de tout ça. Et globalement, il faut poser un cadre pour savoir où est-ce qu'on peut jouer et quelles sont nos lignes. Alors, ça ne date pas d'aujourd'hui, tout ça. Ça date déjà de 1995, dans lequel le principe du pollueur-payeur a été positionné. Puis, comme on adore faire des lois dans ce pays, on fait plein de lois qui sont parfois transposées au niveau européen. Donc la loi NRE en 2001, sur les nouvelles régulations économiques. Bon, je trouve que la terminologie pose question quand même. Voilà. La loi Grenelle 2 qui est de 2011, la loi TE, Transition écologique et économique, qui est en 2015. L'ONU, évidemment, qui a mobilisé tous les acteurs à partir de 2015 là aussi. En 2017, c'est le devoir de vigilance. Et puis la loi Pacte en 2019, avec tout un tas d'autres lois, dont la loi REN, ou RIN, en décembre 21, sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Bon, l'idée, dans la loi, on dit toujours de la politique. Je vais vite quitter cette sphère-là dans mes slides. Mais globalement, être capable d'expliquer aux gamins à l'école dès le plus jeune âge quel est l'impact du numérique sur l'environnement et quels sont les gestes relativement standards qui sont ceux attendus, ne fuyez pas. Limiter le renouvellement des appareils numériques, c'est un petit peu les pubs qu'on voit de partout. L'iPhone, on le changeait toutes les années, maintenant il faut le changer tous les 3 ans, donc il va falloir économiser un peu de batterie. Je ne suis pas sûr que dans la salle, il y en ait beaucoup qui le changent tous les 3 ans quand même. Mais, favoriser les usages numériques écologiques, bon, tout ça, c'est très sympa. Ça n'empêche pas de développer avec les doigts carrés et ça n'empêche pas globalement d'émettre énormément de CO2. Une statistique dont je ne peux pas garantir le calcul parce qu'il m'étonne, mais j'ai voulu vous le partager. 426 kg d'équivalent CO2 par utilisateur, soit 25% du total des émissions du GES qu'un Français peut émettre pour respecter les accords de Paris. Bon, globalement, ne serait-ce que le SI dans lequel on bosse, c'est déjà 25% de notre droit, je ne sais même pas si on peut parler Amandine de droit, je ne crois pas, tolérance, ça te plaira plus, d'émissions CO2. Donc globalement, je me lève 3 fois, je fais un coup de Facebook, un coup de YouTube, je retourne me coucher pour le reste de l'année. C'est peut-être comme ça qu'on va passer des vacances vraiment déconnectées. Mais ce qui est fou, c'est de se dire que vraiment, on est sur quelque chose qui est en croissance. Alors, bon, les bénéfices de la mise en place d'une stratégie numérique responsable, je ne vous le présente pas, je pense que tout le monde comprend. Évidemment, limiter notre impact sur les ressources naturelles. On sait que les circuits imprimés sont remplis de métaux rares, on sait que les batteries sont complexes à fabriquer. Être indépendant des cycles de renouvellement des constructeurs, globalement, c'est se rendre un peu asynchrone par rapport à la nécessité de la hype, d'avoir toujours le dernier ordi, le dernier téléphone, etc. etc. Avant, c'était quand même une question d'équipement et de puissance. Aujourd'hui, c'est plus une question d'utilisation. Sincèrement, on est dans des machines qui sont quand même très puissantes aujourd'hui pour tout le monde. Développer une image, une valeur dans l'entreprise, l'importance de la marque employeur et de l'emploi, c'est aussi de l'impact qu'on est capable de mesurer sur une organisation, sur l'entreprise, et puis etc., se différencier, tout là. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde souvent le Gartner, qui est vraiment l'association qui regarde les nouvelles technologies, et ce qu'on voit aujourd'hui, alors aujourd'hui on aurait pu parler de platform engineering, d'intelligence artificielle, etc., mais ce qui est intéressant, c'est que dans le Top Trends 2023, en 10, on a vraiment Sustainable Technology. Pas Sustainable IT, Sustainable Technology. Qu'est-ce qu'on va développer comme technologie qui vont nous permettre d'un côté de décarboner ou de s'occuper d'autres polluants, et comment on va faire pour optimiser au maximum la manière dont on va travailler. Ça démarre de la Code Factory, ça part sur le data center, ça part sur l'exploitation, ça part sur la manière dont on va déployer le système d'information. Alors je vous propose un petit retour sur ce qu'on ne voit pas trop souvent, mais qui est quand même le vrai sous-jacent de l'IT.
que sont les data centers. Dans les data centers, vous le savez peut-être, ce qu'on regarde comme indicateur, c'est le PUE, la différence entre l'énergie consommée pour les besoins de la machine et les énergies consommées notamment pour les besoins environnementaux, la clim, le réseau de vidéosurveillance, le contrôle d'accès, tout ce qu'il y a autour de ça. On le voit notamment parce que lorsqu'on construit un data center, il y a tout un tas de process métiers, de batteries, d'onduleurs, de bascules, etc. C'est vraiment de l'industrie, hein. Le fait que le serveur arrive dans une prise électrique avec la bonne température, tout le process qu'il y a autour, c'est un workflow industriel. Alors, on a en 2000 ce qu'on appelle les data centers 1.0, dont la puissance est 700 watts par mètre carré. Vous voyez globalement qu'ils sont un peu tous à l'air libre et qu'on vient climatiser l'ambiance. Donc vous rentrez dans le data center, il fait, en fonction de la charge de la salle, plus ou moins chaud. Au début, quand elle est neuve, il ne fait pas trop chaud. Et puis quand il commence à être vieux, il fait quand même très chaud. On a trouvé un moyen pour, entre guillemets, être capable de séparer les allées chaudes des allées froides. Donc on a essayé de trouver un moyen de ranger les baies. Mais sincèrement, l'efficacité de ça, c'est PUE 2. Pour 1 watt servi au serveur, j'ai 1 watt servi à l'environnement. C'est un scandale. Mais l'électricité n'était pas chère à l'époque. La température des salles, c'est 18 degrés. Donc autant vous imaginez qu'il faut ventiler comme des bourrins pour tenir une salle à 18 degrés lorsqu'elle a plein de serveurs avec du Java, non je rigole, avec tout un tas de choses qui va être... Avec du PHP aussi, ça marche. Alors, en 2005, on est dans le data center 2.0. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le data center 2.0 ? En fait, c'est du vrai faux 2.0. En fait, on monte les baies plus haut, ou on baisse le plafond. Et donc, on est sur un principe dans lequel on a toujours séparé les allées chaudes des allées froides, sauf qu'en fait, on ne les a pas enfermées. On a juste mis des cloisons, et donc l'air libre, par des phénomènes de vortex thermique, se remélange à l'air froid. Et donc sur le papier, c'est intéressant. En exploitation, ça l'est beaucoup moins. PUE 1.8 pour 1 watt servi au serveur, 0,8 à la clim, température 22 degrés. Température de l'allée chaude 32 degrés. Et donc immédiatement, vous avez des problèmes d'hygrométrie, de condensation. C'est-à-dire qu'à vouloir réparer ou à vouloir optimiser quelque chose, on vient instantanément de créer des nouveaux problèmes. Troisième génération de data center, 3.0, 3000 watts par mètre carré, PUE 1.4, ça commence à être mieux. Serveur 1, clim 0,4, température de l'allée chaude 30 degrés. Différentiel de température entre les deux, à peu près 10 degrés. Vous êtes au milieu du couloir froid, il fait 20-22. Vous êtes dans la salle, il fait 30-32. Vous ne pouvez plus réguler l'air sur la température. Il faut créer des plénums de pression dans les faux planchers pour avoir des tampons d'air frais. Parce que le jour où vous avez une panne de clim, globalement, ça chauffe très vite. Et globalement, on n'a plus de tampons d'air pour assurer la bascule sur groupe électrogène ou le redémarrage d'un groupe froid. Donc, on voit le mode cold corridor. Schneider Electric a fait l'inverse. Eux, ils ont fait du hot corridor. Peu ou prou, c'est la même chose. Si ce n'est que dans le cold corridor, il fait chaud dans la salle. Et que dans le hot corridor, il fait froid dans la salle. Data Center 4.0. Attention aux effets spéciaux, ça démarre. Si ça avait bien démarré. Ouais. Vous voyez quelque chose? Vous voyez quelque chose. Alors ça, c'est le top de la hype. C'est 9000 watts par mètre carré. Et on est sur un PUE de 1.1. Serveur 1, climatisation 0,1. Qu'est-ce qu'on fait? On vient enfermer les serveurs dans de l'huile diélectrique. Vous avez tous visité un magasin Picard. Donc vous ouvrez le congélateur, vous mettez votre serveur à l'intérieur avec des racks qui sont, au lieu d'être droits, sont plutôt penchés. Et on vient mettre de l'huile, un petit peu comme dans une friteuse, qui vient récupérer, grâce à un fluide caloporteur. L'air est très intéressant pour refroidir, mais vous voyez l'efficacité d'un ventilateur qui est quand même pas extraordinaire sur vous quand il fait chaud l'été, versus vous mettez dans votre bain, vous mettez dans l'eau froide, et vous allez voir tout de suite que c'est pas tout à fait le même effet. Donc on a une huile diélectrique, évidemment non comestible, qui vient recevoir les équipements réseau,
Ces équipements réseau baignent dans l'huile. Et globalement, ça a 2-3 vecteurs supplémentaires. Il n'y a pas de poussière. Donc dans les usines, dans les centres de transport, ferroviaires, etc., on peut installer ça. On n'est plus soumis à l'air ambiant. Il n'y a pas d'humidité. Donc globalement, même si on est à l'extérieur, il pleut, il neige, il vente, on a cette espèce de tampon qui permet de faire ça. Et puis, on est capable d'être sur des régimes d'air et des régimes d'eau qui sont très élevés, et donc d'utiliser très peu de watts pour climatiser. Seul problème, il faut un peu égoutter quand ça sort, quand il faut changer un disque dur, mais globalement, c'est des choses qui sont assez bien faites. Alors, évidemment, ce n'est pas le standard du marché aujourd'hui. On a quelques racks qui sont en production. Historiquement, on était sur des baies de 2-3 kg. On est monté sur des baies à 9. Avec un système à huile, on peut monter sur des baies à 60. Les baies à 60 kW par baie, je vous garantis que les data centers vont immédiatement rapetissir de taille. Et au lieu d'avoir des data centers de 10 ou de 15 000 m² comme on a connu par le passé, on va rentrer sur des data centers qui sont beaucoup plus petits, mais qui pour autant font énormément de consommation électrique, ce qui pose le sujet de la chaleur fatale, etc. Alors, je vous mets ça, mais je ne vous le mets pas, qui est, vous le savez, lorsque vous oubliez de ventiler les choses ou lorsque vous créez un phénomène de cheminée d'aspiration, c'est très bien pour refroidir, mais lorsqu'il y a une étincelle, ça accélère l'incendie. On va prendre l'exemple de quelque chose qui est assez simple, qui est le data center sur le port, qui est l'ancienne base sous-marine où on a mis les infrastructures d'Unitel. Alors ce bâtiment, personne n'en voulait parce qu'il était juste indestructible. Le coût de destruction inimaginable. Le plafond, c'est 5 mètres de dalle. Vous imaginez le plafond, 5 mètres de dalle. On est sur le cylindre entier qui doit faire 5 mètres de haut. C'est le plafond. Donc je vous garantis que vous pouvez poser des clims et ce que vous voulez dessus, ça tiendra, il n'y a pas de problème. Alors cette base Martha, elle n'a pas été raccordée à la mer, mais ce qui est très intéressant, c'est que finalement, on a des vieilles infrastructures qui ont été construites il y a longtemps, et notamment, on a dans cette région qui a une tradition industrielle, une vieille industrie qui est la mine à Gardanne. Et cette mine de Gardanne, elle nous a offert un cadeau inattendu, c'est qu'il existe un tunnel entre Gardanne et le port de Marseille, qui est un tunnel qui servait à livrer le charbon. Et en fait, ce tunnel a été inondé il y a à peu près 50 ans, parce qu'inutilisé, et donc il contient de l'eau froide. Et ça tombe bien, nous, on a des data centers super chauds. Donc on s'est dit finalement, mais pourquoi on n'ira pas faire un petit trou sympa et pourquoi on n'irait pas plugger du réseau d'eau chaude et du réseau d'eau froide dans ce tampon de froid qui est en fait le résidu de l'écoulement de l'eau des mines, donc l'infiltration de la nappe phréatique qui inonde les mines et qui s'écoule jusqu'à la Méditerranée. Donc nous, on vient prendre des calories froides au début du tunnel, on vient rejeter des calories chaudes 50 mètres après, et on a un système naturel de refroidissement qui fait qu'on n'a pas besoin de faire ça. Et donc, on est sur des data centers de 3000 watts par mètre carré, équivalent format 2012, sauf qu'on arrive à un PUE de 1,14. Forcément, vu qu'on ne fait pas tourner les clims, le PUE, il est plus facile à abaisser, avec un investissement qui est un investissement traditionnel et qui n'est pas dans un sujet de clim. Un chart que j'ai trouvé qui pose question, mais qui n'est pas si stupide que ça. Globalement, ce que dit ce chart, c'est que la consommation électrique des data centers va être stable. Ce qui n'est pas du tout la compréhension qu'on pourrait en avoir en disant tous les jours il y a un nouvel iPhone, tous les jours il y a des nouvelles photos, tout le monde fait du sustainable, mais on a tous 256 gigas dans le téléphone rempli, on a des clouds et des machins et des fichiers et des trucs de partout. Donc globalement, ce que dit ce chart, c'est que la consommation électrique des data centers va être stable, et ce chart est vrai, et il n'est pas vrai parce que la croissance de l'IT va s'arrêter. Il est vrai parce qu'on n'a plus d'autorisation pour construire des data centers. C'est l'avantage d'avoir élu des maires écolos partout, c'est que dès que vous leur dites bonjour, je veux faire un data center, je veux faire une crèche, ça passe. Je veux faire un hôpital, il faut discuter. Je veux faire une usine, il faut concerter. Je veux faire un data center, c'est non merci. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est en train de ressortir des bonnes vieilles technos de stockage de données qui sont les robotiques de bande. Vous avez vu l'offre d'OVH qui s'appelle Cold Archive qui a été lancée il y a quelques jours. Et bien là, c'est IBM qui se frotte les mains parce que tous les robots de bande, il y a 2 marques dans le monde. Enfin, il y a les 2 gars qui ont arrêté de les faire, qui n'ont pas arrêté de les faire, pardon. IBM d'un côté, Quantum de l'autre.
Donc globalement, c'est eux qui font le gros du marché. Et on apprend que Quantum, c'est une technologie dérivée d'IBM. Donc sur la bande, on est relativement à l'aise. C'est Big Blue qui décide. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Amazon, évidemment, propose ce service, mais propose aussi ce service on-premise, dans lequel vraiment vous revenez 20 ans en arrière. Et dans ces 20 ans en arrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il faut des VTL, Virtual Tape Library, orchestrer ses backups, faire tourner les bandes virtuellement, etc., etc. Et puis on les a fait tourner virtuellement pendant 15 ans, et puis dans un an ou deux, on les refera tourner physiquement pour de vrai. Donc on aura vraiment bouclé la boucle. Je vais vous parler en troisième partie de Edge Computing. Donc qu'est-ce qu'on a dans le cloud? Tout le monde en a parlé toute la journée. Il y a le public cloud, c'est génial, des containers, etc. Chouette. Ils ne sont pas trop souverains quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup d'argent aux États tiers. Ce serait bien qu'on se garde un peu d'argent entre nous, ne serait-ce que pour fabriquer la R&D et les revenus de demain. Et notamment payer les gens qui vont faire le support. Hein, parce que le support en Inde, c'est utile, mais ce n'est pas chez nous. Donc le edge computing, on voit finalement des technologies traditionnelles de cloud et de data center. Elles sont dérivées pour des technologies d'IA, pour des technologies de data, pour faire du machine to machine, etc. Elles sont orientées métiers. Et donc on revient à des IT spécifiques à des métiers, haute disponibilité, temps réel, stockage, etc. On n'est plus dans le serveur générique qui sert tous les usages. On est dans des serveurs plutôt spécifiques avec des GPU, des CPU, avec des architectures de disponibilité. On revient quasiment 15 à 20 ans en arrière. Et puis derrière, l'IoT qui se plug derrière. Dans le edge computing, il y a deux approches. Il y a une approche telco, qui est de dire, bah tiens, finalement, au lieu de mettre une box, une freebox ou équivalent, je vais mettre un petit serveur et je vais orchestrer tout ce qui va derrière. C'est vraiment terraformé à fond. De l'autre côté, j'ai plutôt la vision IT. Je vais faire des edge data centers entre 1 et 200 VM et je vais être capable d'héberger on-prem l'équivalent de ce que j'ai dans le cloud, mais chez moi, ou un duplicat de ce que j'ai chez moi, ou une instance pour des raisons de latence et de cache, ce qu'on appelle un local breakout, qui est chez moi. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans l'approche de sustainability, historiquement, on le voit à gauche, on a tout un bric-à-brac de firewall, d'IPBX, de firewall, de routeur, de tout ce que vous voulez. Et puis finalement, avec un peu d'orchestration, un peu d'automatisation, on se retrouve à droite avec un seul device qui va venir héberger des appliances. Et dans ces appliances, on va pouvoir venir déployer tout un tas de services. C'est ce qu'on appelle les services UCPE, les services universels. Et on va retrouver ce qu'on appelle des VNF, c'est-à-dire des instances de réseau virtuel sur lesquelles on retrouve la même chose que ce que vous avez parlé toute la journée, d'un hyperviseur, du storage, des OS, des applis, des conteneurs, etc., etc. Et donc on retrouve exactement la même chose que ce qu'on a dans le cloud, sauf qu'on le retrouve côté edge. Et ça, c'est la nouveauté, parce que jusqu'alors, côté edge, on mettait des serveurs DVM, mais on n'avait pas toute l'orchestration et toute l'offre qui était quasiment équivalente à ce qu'il y a dans le cloud, hormis chez les très grands comptes qui s'étaient déjà fait adresser par Amazon. Donc l'architecture technologique, globalement, il y a d'un côté un portail client qui permet d'avoir la main, parce que c'est des offres qui sont aussi faites pour les non-IT, pour uploader sa VM, uploader ses services. Un orchestrateur qui vient distribuer les services entre les images qui sont dans le cloud et ce qu'on est capable de récupérer derrière. Et puis, on voit par exemple une dérivée de Azure Stack. Donc s'il y a des fans d'Azure dans la salle, il y a la possibilité d'héberger une grande partie des services d'Azure sur ce qu'on appelle Azure Stack HCI. Et donc on peut déployer à l'edge des nœuds et des instances Azure qui ont la possibilité ou non, parce que des fois dans des configs sécurisés on ne communique pas, de venir se raccrocher au tenant Azure centralisé dans le cloud et de venir partager tout ou partie des services. Donc ça peut être rien du tout si c'est des infra sécurisés. Ça peut être à peu près tout si c'est des infrastructures de cache. Et donc dans Azure Stack, on a la capacité de déployer tout un tas de choses, dont très rapidement des applications pour faire l'interconnexion entre le cloud traditionnel, les infras, et puis évidemment le multi-cloud, AWS, Google Cloud, etc., et nos partenaires français. Quel est le sujet que tout le monde a oublié, je dirais? Quel est le sujet basique
qui nous a permis de faire de l'informatique ces 30 ou ces 40 dernières années. En 90, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas de hardware, on n'avait pas de puissance, donc on compilait. Et puis, dans les années 2000, quand il a fallu diffuser l'informatique chez tout le monde, multi-OS, multi-constructeurs, quand il a fallu vendre, on a créé des packages spécifiques. On avait plein des packages open source. En 2010, on a commencé à faire de la virtualisation du cloud et du PaaS et on commençait à faire des images. Donc on ne compilait plus, on faisait du générique, on mettait des images dedans, etc., etc. Et puis en 2020, vous en êtes les témoins aujourd'hui, on a commencé à mettre des conteneurs de partout. Conteneurs qui à la base étaient utilisés pour en faire un modèle de scalabilité, multi-cloud, l'indépendance, la flexibilité, la scalabilité, qui aujourd'hui en grande partie dans le marché entreprise devient un modèle de déploiement. Vous achetez une application chez un éditeur, il y a 10 ans il vous livrait un exe ou un .zip, aujourd'hui il vous livre un conteneur. Le nombre d'entreprises qui ne savent pas manipuler les conteneurs, c'est 99% du marché. Et donc, quand vous achetez une application et que le gentil dev vous dit « Tiens, salut, je te l'envoie, c'est un conteneur, exécute-le », il n'a pas du tout de capacité d'exécution de conteneur au cœur de l'IT de l'entreprise. Donc, soit il les met dans le cloud, parce que trouver un moyen d'exécuter du cloud chez Google Cloud ou équivalent, c'est facile. Soit c'est une application critique qui veut garder en local, et là, l'enfer commence. Alors, je suis allé chercher une étude, et on ne fait pas souvent ça, mais je l'ai trouvée intéressante pour vous la partager, qui est de dire, bah, tiens, finalement, pourquoi on ne s'intéresse pas au langage de programmation? Qui est le bon élève? Qui est le mauvais élève? Alors, bah, il y a tout un tas de chercheurs au Portugal qui se sont mis là-dessus et qui sont partis benchmarker tout un tas de langages de programmation. Alors, il y a tout, hein, du Go, du Pascal, du Ruby, etc., du Perl. Et ce qui est assez intéressant finalement, je vous l'enverrai si vous la voulez, cette étude est assez intéressante à lire. Bon, pour les vieux comme moi, c'est cool, c'est le C qui sort en premier. Je suis désolé, on est des super has-beens, nous on fait du C encore, je sais c'est une honte. Tout le monde fait du Python, je suis vieux. Les autres langages qui sont efficaces, Rust, Ada, C++, bon, globalement, c'est quand même pas le truc que tout le monde utilise tous les jours. Hein, voilà. Je vous mets au défi de trouver quelqu'un en moins de 24 heures qui code là-dessus de manière aisée. Le Ruby, le Python, le Perl sont très gourmands. Tiens, c'est fou, ça dépend des langages interprétés ou des langages compilés. Bon, et je ne parle pas de Java, parce que personne ne parle de Java. Qu'est-ce qui est intéressant dans le cloud? C'est le bare metal versus le cloud. Quand vous êtes en bare metal, bah vous avez 100% des ressources qui sont à vous. Pour peu que vous compiliez un peu le kernel proprement, que vous désactiviez tout ce qui ne sert à rien et que vous fassiez une machine un peu optimisée, un peu bien foutue, vous arrivez quand même à avoir un niveau de retour sur performance de l'ordre de 95 à 97%. Donc vous ne perdez pas beaucoup d'énergie. Les alimentations électriques des serveurs sont devenues ultra efficaces. Et globalement, vous arrivez à un niveau d'efficiency qui est top avant de mettre le logiciel par-dessus où là, tout s'écroule. En virtualisation, vous amenez évidemment une couche de scheduling et d'orchestration supplémentaire qui vient vous bouffer de la ressource. On est de l'ordre de 3 à 5% de conso de ressources. Donc on se dit qu'un serveur cloud de base, il est capable de rendre à peu près 90%. Je vous rappelle que le moteur thermique d'une voiture, on est à 60%. L'essence que vous mettez dans votre réservoir, il y a 40% qui part en chaleur, 60% qui part en rotation. Avec les conteneurs, on enlève une couche, notamment cette couche de VM native, et on est capable de revenir à la quasi-équivalence de ce que vous donne un serveur de bare metal, à un chouille près, mais celui-là, je pense qu'il faut qu'on s'en fasse cadeau dans le cadre de la conf. Donc le modèle de déploiement qui est aujourd'hui le plus optimal pour faire du cloud, c'est le modèle de conteneur. Ce n'est pas le modèle de VM. Le modèle qui est le plus utilisé, c'est le modèle de VM. Le modèle qui est le plus connu, c'est le modèle de VM. Le modèle qui est le plus demandé, c'est le modèle de VM. Donc dès qu'un DSI va me demander de faire du sustainable, je vais lui demander sa stratégie vis-à-vis de la containerisation de ses applications. Et il va me dire de quoi vous parlez. Sortez de mon bureau. Voilà. Donc on va lui expliquer notamment qu'on peut faire des choses. Alors ce qui est intéressant, et ça on s'en est beaucoup occupé les 10 dernières années, c'est finalement qu'est-ce qui coûte rien. Avant de commencer à faire des trucs qui coûtent, on va déjà commencer à faire des trucs qui coûtent rien. Et donc on a pris beaucoup de temps pour faire code optimization, notamment ce schéma je l'aime beaucoup,
Parce que si vous voulez faire x10 en improvement, vous mettez des millions de dollars de hardware et puis vous poussez tout ça à la limite de la limite. Et là, vous êtes vraiment le cousin de Nicolas Hulot. Vous avez fait un truc incroyable. On va sauver la planète. Sauf que ça coûte 10 fois plus. Ça coûte, pardon, des millions et ça improve 10 fois. Le code optimization, c'est zéro additional cost pour une optimisation de l'ordre de 50%. Alors, 50%, c'est 50% du prix que vous payez aux fournisseurs de cloud. On va dire les choses directement. Je sais, je vends du cloud. Et on n'a jamais été fiers que les clients consomment tout et n'importe quoi. Le premier serveur 32 cœurs que j'ai mis en ligne, j'avais une appli Java avec 4 utilisateurs dessus. Monsieur, vous allez nous payer très cher, mais je pense que vous n'allez pas nous payer longtemps. Vous allez couler avec votre truc. Donc il faut qu'on discute de code optimization. Et ce qui est intéressant dans code optimization, c'est de prendre deux approches. Une approche d'IA, évidemment, parce qu'on ne va pas demander aux devs d'optimiser leur code, hein, on va laisser l'IA faire le boulot à notre place. Et donc, notamment avec Code Guru, je ne sais pas si vous connaissez ce produit d'Amazon, qui a été justement à la base construit pour réduire le volume de facturation Amazon, parce qu'Amazon a compris qu'au bout d'un moment, les clients partaient parce que leur facture était trop chère. Bon, il ne faut pas partir pour les mauvaises raisons. Il faut partir parce qu'on veut être souverain, parce que si, parce que oui. Il ne faut pas partir parce que le dev, il ne code pas bien. Donc sur Code Guru, que je vous invite volontiers à regarder, on a la chance d'avoir un outil d'IA qui vient vous accompagner et qui vient vous permettre de vous suggérer des modifications et des modifications d'implémentation. Et donc c'est assez intéressant parce que finalement, vous mettez le code. Alors c'est beaucoup de Java, beaucoup de Python parce qu'historiquement, il y a beaucoup de choses sur AWS. Donc dans leur produit qui s'appelle Reviewer, qui est gratuit, hein, vous mettez votre code. Ils utilisent des modèles d'apprentissage qui viennent parser tous les codes qui passent dans la plateforme. Et l'intégralité du code développé par Amazon passe dans ces plateformes. Ils utilisent leurs devs pour entraîner leurs algos pour vous les vendre après. Donc, ce qui est intéressant, c'est comment on peut optimiser ça et comment on peut créer des boucles. Notamment, ce que je trouve assez intéressant, au-delà du sustainable, où on comprend à peu près tous qu'il y a encore un chemin qui est quand même très très long à parcourir, ou du moins on a une vraie raison d'espérer parce qu'il y a beaucoup de pistes d'optimisation. Ce qui est intéressant, c'est aussi la sécurité du code. Donc, est intégré le TopDeep OWASP, qui est quand même la base de la manière dont on doit développer depuis maintenant une dizaine d'années. Et ça vous permet vraiment de récupérer des modèles de dev, voire des morceaux de code qui peuvent être très très utilisés. Alors, il n'y a pas un jour, on ne parle pas de ChatGPT. Alors, ce qui est rigolo dans ChatGPT, c'est quand même, ça fait un peu le café, quoi. Hein. Vous demandez à peu près tout et n'importe quoi. Je pense qu'il y a beaucoup d'écrivains qui sont en train d'écrire des livres sur les prompts ChatGPT pour que tout le monde puisse s'en servir. Ce qui est intéressant, c'est que dans ChatGPT, il y a vraiment une feature d'optimisation du code. Donc, même quand on ne sait rien faire, comme moi, ou qu'on a oublié de coder, ou qu'on est expert du code, on peut mettre dans ChatGPT un certain nombre de choses et qui nous permettent d'aller chercher des updates, des méthodes, etc., etc. Comme je sais que le temps est limité, je vais garder du temps pour prendre vos questions. Globalement, si je fais une synthèse très rapide, on a un peu travaillé comme des sagouins ces 20 dernières années. Des data centers un peu à l'arrache, des groupes électrogènes plein d'essence, voilà, des bons V16 de camions, des bons trucs qui fument, on est content. Bon, c'est un peu le rêve américain qui s'arrête, hein. On va revenir au raisonnable. De l'optimisation, il y en a à faire partout. Mais ce qui est génial, partout, partout. Cycle de vie de l'application, archivage sur tape, combien de data je garde qui me sont utiles et qu'est-ce que j'accepte de béné sur ce qui ne m'est pas utile. Le data center, voilà. Nous aujourd'hui on est très content d'avoir un data center refroidi à l'eau, non pas de mer, parce que l'eau de mer elle est corrosive, mais à l'eau douce, qui est quand même beaucoup moins corrosive, qui coûte beaucoup moins cher en entretien et beaucoup moins cher en dégâts. Ce qu'on regarde, c'est le retour sur investissement aussi. Et l'écologie, j'ai toujours, c'est quand même le grand ami de l'économie. Mais cette galerie de la mer, qui a quand même été creusée par nos grands-pères pour transporter le charbon, le fait qu'elle ait été inondée et qu'on puisse positionner des pompes pour récupérer de l'eau fraîche et faire de l'échange à plaques est vraiment une vraie opportunité. Les serveurs dans l'huile, c'est plutôt réservé au Edge Data Center. On va surtout retrouver ça dans les usines, dans les sites poussiéreux, dans les sites où il y a de la vibration.
le fait de baigner l'IT dans l'huile apporte beaucoup de fonctionnalités qui sont un peu inattendues. Et c'est pas mal parce que lorsqu'on fait de l'industrie 4.0 ou de la 5G, on a besoin de serveurs partout. Et sauf que ces serveurs, on ne sait jamais où les mettre. Personne n'a construit vraiment de data center au niveau de l'IT qu'on attend. Et dans l'huile électrique, vous pouvez mettre même des onduleurs. Hein. C'est assez hallucinant, on peut quasiment tout mettre. Sur le code, on n'y revient pas, c'est votre métier à toutes et tous. On a là aussi de l'optimisation en grande quantité. L'IA, sincèrement, va réparer notre fainéantise, voilà. Nos compétences aussi, mais aussi un peu notre fainéantise. Le problème qui est posé, c'est le problème de la maintenabilité du code. Lorsque vous travaillez ensemble avec des merges de branches sur des qualités de code ou des morceaux de code ou des organisations d'équipes différentes, coucou les gars, vous bossez pour moi, le point, c'est comment on va faire pour que ce soit maintenable. Clairement, c'est comme le compiler. Hein. Le code, une fois qu'il passe dans l'IA, oubliez de le maintenir. Il n'y a que 1% des génies qui vont réussir à le lire pour de vrai. Donc, il va falloir construire des méthodes et des process qui permettent de faire du code, peut-être même de continuer à faire du code traditionnel, dont l'objet, ce sera peut-être qu'il soit précompilé par l'IA et compilé par un compiler dans le cadre d'applications fermées ou interprété par un interpréteur dans le cadre de conversion compatible. Aujourd'hui, avec 20 ans d'expérience en IT, je juge que le chemin, on en est à peine à la moitié. Voilà. On en est à peine à la moitié. Et même les gens qui sont d'extrêmement bonne volonté, ils en sont vraiment à la moitié, mais max à la moitié. Pourquoi? Parce qu'on a des enjeux d'infra, on a des enjeux de dev, on a des enjeux de life cycle, mais on n'a pas parlé du pire, on a aussi des enjeux de marketing, on a des enjeux d'expression de besoin. On a des enjeux du petit truc qui tourne en haut de la page, qui est sympa, mais bon, on pouvait l'enlever, hein, c'est pas grave s'il n'y était pas. Et en fait, on consomme un max de ressources sur des conneries. Mais sur des conneries. Et donc, c'est vrai qu'on nous explique qu'il ne faut pas rouler en voiture trop vite, c'est vrai qu'il ne faut pas boire trop d'eau, ni trop d'alcool d'ailleurs, mais globalement, si on se dit que le numérique aujourd'hui, c'est 3 à 5% de la consommation électrique mondiale, dont je vous rappelle qu'on ne sait toujours pas fabriquer des centrales nucléaires durablement et qu'on ne sait toujours pas alimenter le futur parc de voitures électriques qu'on nous demande tous d'acheter avec une prime de 5 000 €. Globalement, il va falloir qu'on trouve des économies d'énergie à un endroit ou à un autre. Hein. Bon, ça peut commencer par la manière dont on orchestre l'IT, la manière dont on opère le cloud et la manière dont on exprime les besoins dans les boîtes. Mais le chemin est long et ça va créer plein d'emplois et plein de croissance, puisque notre job, c'est quand même d'aller fournir des outils, des solutions aux clients finaux. Je prends vos questions. J'ai vu que ça n'avait pas déchaîné les foules, hein, le sustainability dans l'IT. Il faut être très humble, mais je prends toutes vos questions, même les plus tordues. Question pas trop tordue. Pour au début, c'est bien. Alors, c'est 2 questions, si c'est possible, si j'ai le droit. La première était, quel est le PUE des data centers immergés chez Microsoft? Je sais qu'ils ont fait des trucs qui ressemblent à des sous-marins qui sont dans l'océan. Est-ce que c'est bien ou pas? Alors, est-ce que c'est bien? Oui, c'est très bien. Est-ce qu'on connaît le PUE? Non, j'en sais rien. Globalement, on est très proche de 1 parce qu'on considère que 100% du courant qui rentre là-dedans, il est amené jusqu'au data center. Ces data centers immergés, ils ont une grande opportunité. C'est que finalement, ils sont là où on ne les attend pas, donc ils ne consomment pas d'espace au sol. Ils ont un gros problème, c'est que tant que 70% des serveurs n'ont pas claqué, on ne va pas le sortir de l'eau et globalement, on laisse potentiellement de la pollution in situ, alors que le serveur qui a claqué, on aimerait bien juste réparer la barrette de RAM qui ne marche plus pour continuer. Donc c'est toujours pareil, il faut chercher. Moi, je suis pour toutes les expérimentations, parce que je pense qu'il n'y a que avec ça qu'on peut avancer. Mais encore une fois, à trop vouloir jouer d'un côté, on a tendance parfois à perdre de l'autre. Et donc, c'est pour ça que les retours d'expérience sont très importants. À titre perso, je ne ferai pas de data center immergé, je ferai plutôt des data centers flottants. Les Russes savent faire des centrales nucléaires flottantes. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable d'héberger 3 serveurs sur un bateau, quoi. Il y a un projet comme ça qui va s'installer à Marseille, sur une barge, parce que la Méditerranée évolue très peu en termes de niveau, et parce que globalement, aller chercher de l'eau en dessous, c'est intéressant. Le seul problème, c'est que c'est des Américains qui font ça et qu'ils n'ont pas compris que l'eau salée, ce n'était pas forcément le meilleur ami de la ferraille.
Donc il est fortement possible qu'ils aient des vrais enjeux de maintenance à horizon 5 à 10 ans qu'ils n'ont pas forcément vus et quantifiés maintenant. La deuxième question très rapide, c'est alors j'ai pas autant d'expérience, mais de ce que j'ai pu moi voir dans les entreprises dans lesquelles j'ai participé, c'était souvent une mauvaise utilisation de l'infrastructure, je pense cloud, plutôt que le code, le code parfois, bon, il était mauvais, certes, il était peut-être immaintenable, ok, c'était difficile de comprendre ce qu'il faisait, pourquoi pas. Encore qu'on a beaucoup progressé sur les techniques de dev maintenant pour éviter pour qu'on comprenne ce que fait le code justement, parce que c'est un truc qui me tient à cœur. Est-ce que c'est pas aussi est-ce que les outils type AWS, est-ce qu'ils alertent pas aussi sur le fait que, comme on disait, tu utilises peut-être des VM, dans ton use case, ce serait bien que tu passes sur de la containerisation, des choses comme ça. Alors, c'est à la fois vrai et à la fois pas tout à fait vrai. Si je prends l'exemple de WordPress, n'importe quel gars qui veut faire un site web, il télécharge WordPress, il installe WordPress, il arrive, il consomme des gigas et des gigaoctets de données pour afficher 3 pages, un formulaire de contact. Je vous jure, en HTML, il y a 20 ans, on savait faire des trucs à peu près pareils. Franchement, on montait ça en RAM et ça consommait même pas d'IO disque. C'est plouf, voilà. Donc, à trop vouloir rendre l'informatique compatible, c'est un peu ce qu'on a vu sur le cycle où moi je suis un des rares mecs qui dit il faut compiler votre cloud. Voilà, c'est totalement has-been de dire ça. Vous verrez que dans 2 ans, ce sera exactement ce que tout le monde va faire. Mais globalement, on a quand même des devs qui ont des niveaux de formation qui sont assez éparses. Et quand même, quand vous faites un peu de Magento et un peu des trucs comme ça fait mal au serveur, quoi. C'est-à-dire vous avez beau insister sur le sujet, voilà. Après, comme de tout partout, il y a vraiment la possibilité d'avoir de l'infra. Chez Amazon, il faut savoir ce qu'on va acheter. Chez Amazon, on va acheter du IaaS. Donc on va acheter la capacité d'être compétent pour aller faire une opération. Ce que les gens viennent acheter chez Unitel ou ce que je vendais chez Jaguar historiquement, etc., c'est du service et du conseil. Et globalement, les clouds publics, en allant draguer les devs, ont totalement squeezé cette étape de je vais vous expliquer comment ça ne coûte pas 100 000 $ par mois d'avoir un e-shop, quoi. Un e-shop, à l'époque, c'était peut-être 300-400 € par mois. Et je me souviens avoir dit à des boîtes de commerce en disant mais finalement, les 4 000 € par mois que vous donnez pour vos serveurs, ça représente quoi par rapport à un loyer ou un salaire? C'est-à-dire que c'est le loyer du plus petit bâtiment assuré de vos 500 stores que vous avez. Votre e-shop, c'est le numéro 2 sur les ventes et c'est le dernier sur le coût d'infra. Donc là aussi, il y a un chemin à établir. On est en train de migrer beaucoup de workloads dans le cloud. Il se passe beaucoup de choses. Typiquement, en ce moment, on a beaucoup de mal à construire un business model sur les GPU parce que tous les 12 à 18 mois, le GPU qui sort fait 4 fois la puissance de celui d'avant. Et donc, c'est sympa, mais globalement, investir sur une carte dont la durée de vie est 18 mois avec un client qui va très gentiment vous regarder en disant « mais moi, je suis là, moi, je suis dans le cloud, je veux la dernière. Hein. » Donc celle que tu as achetée à 18 mois, tu t'en débarrasses d'une manière ou d'une autre. Et ça, clairement, sur ce sujet-là, c'est alors pour ça que les GPU sont très chers dans les clouds. Hein, parce qu'on considère que la carte vit 18 mois. Là, ce matin, j'ai fait faire 2 devis pour des GPU NVIDIA A100. Je suis quasiment à 80-90 K le serveur. Pour 4 GPU, quoi. C'est ridicule. Alors le A100, il est 4 fois plus puissant que celui d'avant, qui est 4 fois plus puissant que celui d'avant. Okay. Mais globalement, le cycle sur la partie GPU, il n'est pas stable. Par contre, le pricing sur le cloud, sur le edge et compagnie, on commence à avoir des modèles qui sont des modèles quand même très très stables, sur lesquels maintenant on peut s'inquiéter de l'optimiser. Parce qu'effectivement, si on est capable de diviser par 2 le coût du cloud, vous allez pouvoir faire d'autres trucs avec le même budget, quoi. C'est possible. Hein. C'est possible. J'avais une question concernant les data centers. Le niveau de sécurisation, le tier level que vous avez sur le data center à 1.14 ? Alors, sur le tiering, on reste sur des tiers 4. Ah oui. Ouais, en fait, en standard, on fait ça. Alors, n'oubliez pas une chose, en France, il y a un fournisseur d'énergie qui s'appelle Enedis, il y a des opérateurs d'énergie qui s'appellent EDF, Poweo et toute la bande des énergéticiens. Donc, nos data centers en France sont quand même beaucoup raccordés au grid électrique avec des secours Genset, donc groupe électrogène. Ce qu'on commence à voir, notamment il y a une super boîte à Aix qui fait ça, on commence à avoir des piles à combustible qui peuvent tenir l'équivalent de 8 à 12 heures.
Puis après, si on les stack les unes derrière les autres, on peut tenir 2 jours, 3 jours, une semaine. On commence à voir une greenisation, si je peux utiliser ce barbarisme, du monde du data center qui globalement veut dégager le fuel. Parce que le fuel, c'est compliqué. Hein. Bah, c'est pas que cher. Il faut creuser, il faut admettre des cuves, il y a du contrôle réglementaire, il y a machin. Puis pour l'image de la boîte, quand tout fume noir, voilà. En Afrique ça marche, mais chez nous ça marche plus. Hein. Donc le point, c'est qu'on continue à avoir des architectures de haute qualité, sachant que par exemple, si on prend la galerie de mer de Gardanne, ça ne nous a pas empêché de déployer un système de clim complet. C'est juste que le système de secours, il faut qu'il soit là parce que le data center, il ne s'arrête pas. Quoi, hein. Mais c'est vrai que 90% de l'année, on tourne sur le système qui ne coûte pas d'argent. D'accord. Et sur les piles à combustible, vous les avez testées, les piles à combustible aujourd'hui? Ouais, on est sur un workload de 400 kg, donc c'est pas beaucoup. Hein. Data center, c'est entre 10 et 50 MW. Là, on est 0,4. Et vous avez du stockage d'hydrogène du coup? Ouais, il y a une petite cuve qui fait quelques mètres cubes, qui stocke de l'hydrogène. C'est super intéressant. Il faudra qu'on échange. Si vous voulez. Parce que les assurances sont un peu pénibles sur ce genre de solutions innovantes. Ah, mais les assureurs, ils sont là pour porter un risque. Hein. Donc dès qu'on leur amène un nouveau risque, ils veulent juste pas le porter en fait. Hein. Ou alors vous payez 4 fois le risque d'avant. C'est comme les GPU. C'est ça. Ouais. Mais on n'est pas d'accord. Nous, on veut payer moins cher parce qu'on essaie de sauver la planète. Mais nos intérêts ne sont pas toujours alignés sur cette thématique. Hein. Alors pour information, il existe aussi des piles à combustible qui marchent sur méthane. Ça, c'est pas intéressant parce que du coup, pas besoin de stocker de l'hydrogène. Et puis un réseau méthane qui souvent est assez proche. Méthane. Ouais, méthane, c'est plus dangereux que l'hydrogène quand même. Hein. Oui, mais on a le réseau qui est existant. Oui, ok. C'est vrai. CH4, soit bien. Ouais, vous disiez que du coup optimiser le code et notamment allant sur éviter le packaging et aller plus proche sur du natif. On parle beaucoup et de plus en plus de low code et de citizen developer avec exemple WordPress, même si ça n'en est pas directement. Oui, non, mais de tout cela, du coup, c'est fait aussi pour des enjeux business et financiers. Le développeur, bien que souvent mauvais, est rare, malgré tout. Et donc, on se retrouve avec donc des solutions low-code qui sont plus coûteuses. Et ce qui est rigolo, comment on n'en a pas parlé du coup, non, ce qui est rigolo, c'est de voir no-code, où j'ai toujours no-code, c'est cool de faire du MVP, c'est bien pour le département marketing. Vas-y, mets-nous vite sous ce qu'il faut, montre-nous ce que tu as envie de faire. Tant que ça reste un MVP ou faiblement déployé, franchement, ça fera le business, c'est pas cher. Et puis après, on monte vers le low-code et puis on monte vers les trucs plus compliqués. Sincèrement, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'à la fin de la fin, c'est celui qui achète la voiture qui paye, c'est pas celui qui fabrique la voiture qui paye. Et donc, quand vous allez mettre WordPress ou équivalent, quand vous allez faire votre rapport RSE gentiment en fin d'année, qui à mon avis sera auto-calculé dans pas longtemps avec des comptes, vous aurez redoublé l'école primaire à la manière dont ils comptent le CO2. Hein. C'est horrible. Je suis d'accord, mais souvent, c'est un peu con, mais les budgets sont annuels. Donc entre quelque chose, il n'y a qu'à voir les avions qui font des allers-retours parce qu'ils ont du budget à garder et que donc on s'amuse pour pas perdre le budget de l'année d'après. Est-ce que c'est peut-être pessimiste, mais alors je dirais plutôt que c'est le non-budget qui amène au no-code et au low-code pour l'occasion. Oui. Et sincèrement, moi, je pense que pour faire des MVP, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Ça marche très bien. Dès que de toute façon, on s'attaque à des problèmes de scalabilité et compagnie, on voit un peu quand même les limites techniques du modèle. La problématique, c'est que comme d'habitude, ce sont toujours les gens qui n'ont pas d'argent qui disent ça. Et c'est normal, c'est fait pour les TPME. Oui. Et aujourd'hui, souvenez-vous que 90% du nombre d'entreprises en France, c'est des TPME. Oui, mais donc du coup... à l'échelle par exemple de 50 €, je dis une bêtise, pour l'entreprise, alors qu'elle aurait pu l'optimiser et avoir 10 €, mais donc 50 fois... Il n'y a pas d'effort. Oui, mais il n'y a pas d'effort. Ils ne font pas d'effort à ce niveau-là. Donc, non, mais du coup, dans cette vision 2030-2040, quid on va essayer de faire passer un peu d'IA dans WordPress pour dire que finalement, si vous avez ça, on va le mettre dans GPT, on va virer WordPress et puis on va faire une page HTML bien comme il faut. Donc on a quand même un espoir. On a quand même un espoir d'avoir sur des ce outils sujet, qui sur font ce ça. sujet-là, c'est plutôt l'espoir de l'IA en espérant que le coût de l'IA Mais le coût de l'IA sera très faible. Hein. Oui, moi, je suis persuadé que le coût de l'IA sera très très faible. Je suis à scale, je suis d'accord, mais c'était ok. Merci. Derrière ? Non ? Qui vous voulez ?
Vas-y, j'ai un peu de temps. Hein, je parle pas avec le micro parce que je risque de te faire mal aux oreilles. Ça dépend ce que tu dis. Je suis un peu l'ovni du jour, moi je suis dans le BTP, donc je suis pas un codeur comme tout le monde, et donc je vais avoir deux questions. La première qui va tourner un peu autour des discussions là. Je suis en train de lancer ma boîte, je vais vouloir faire un site internet. WordPress, Wix, c'est ce que je connais, c'est vers quoi je vais aller naturellement. Ça coûte pas cher, c'est facile à mettre en place. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, si je veux avoir un truc qui est pas trop long au chargement, qui a une empreinte pas trop dégueulasse, vers quoi je dois me tourner sans que ça me coûte 3 bras et que je dois faire un crédit pour mon site internet. Avec un développeur stagiaire à lambda qui est capable de mettre en place son temps. Ça coûte rien du tout, c'est pas de WordPress, c'est zéro dynamique, c'est totalement statique. Mais ça suffit, hein. Pour ce que tu vas faire, ça suffit. Mais je dirais, moi, ce que j'ai aimé dans GPT-4, c'est la promesse de je dessine mon site sur un tableau, je prends en photo, ça me file le CSS, le JS, la découpe et le machin. Donc sincèrement, ça fait le business. Idéalement, mais les hébergeurs le font pas, je le charge en RAM. C'est du statique, je fais comme du CDN, et puis ça coûte zéro à la nature, si tu veux. Mais oui, non, mais évidemment. C'est pour ça qu'il faut un développeur stagiaire qui comprenne au moins ça, tu vois. Tu viens de trouver les critères qui te permettent de recruter ton stagiaire. C'est tout. CDN. Ouais, donc revenir à l'ancienne au HTML que j'ai pu faire à l'école. Ouais, exactement, mais de toute façon, ça marche. Ça charge vite et Google, il est content en plus. La deuxième question qui va être sur les data centers. Il n'y a pas du chauffage urbain à Marseille sur lequel on aurait pu faire de l'échange thermique l'hiver pour en plus réutiliser cette charge-là? Alors, on aurait pu faire l'échange thermique l'hiver et l'été. Et l'été? Et oui, parce que la chaleur, ça sert à faire plein de choses. Ça ne sert pas qu'à chauffer les gens. La chaleur, ça sert à activer la méthanisation, ça sert à activer la dégradation des déchets. La chaleur, vraiment, tu peux en faire plein de trucs. Et oui, mais Marseille, c'est un peu le marais de Shrek. Hein. C'est-à-dire quand vous regardez l'état du sous-sol, il y a un peu de l'égout partout. Et si vous vous demandez pourquoi les bâtiments s'écroulent, c'est juste parce que les fondations ont vieilli en 40 ans de l'équivalent de 300 ans dans une autre ville. Hein. Donc on est un peu dans la merde à Marseille, hein, au sens propre et au sens figuré. Donc on va s'en occuper. Le sujet pour nous, c'est surtout, ce qui coûte cher, c'est le GC, enfin c'est du BTP qui coûte cher. Ce qui coûte cher, c'est d'ouvrir la rue. Donc là, typiquement, on est en train de construire un data center à Béziers. On leur a dit, faites pas les enrobés. Faites un pauvre chemin de terre de chantier, parce que de toute façon, le camion de chantier, il roule dessus, il est content. Laissez-nous ouvrir le sol pour mettre nos tubes, et vous paierez l'enrobé après. Parce que nous, si on doit payer l'enrobé, on ne le fera pas. Donc, c'est de la coordination de sujets. Malheureusement, aujourd'hui, ça marche sur des nouveaux sujets. Il aurait fallu, par le passé, que ça marche sur des anciens sujets. Mais tous les électriciens, les énergéticiens malins ont tous sonné à nos portes de data center pour dire salut, ça vous dérange si je vous prends l'eau chaude, quoi. Donc ça ne nous dérange pas, voilà. Mais globalement, commencer à faire des trous dans la rue, du GC, des plans de recollement, des machins, des trucs, il faut le faire. Mais c'est un peu too much et c'est un peu trop cher. Et personne ne veut payer, quoi. Ouais, sur les régimes de température, la chance qu'on a, c'est que l'eau est un excellent caloporteur, même si c'est moins que le glycol ou les liquides de refroidissement, etc. Mais le caloporteur, à partir du moment où, comme je dis toujours, moi je suis en train de faire un truc rigolo, c'est que je suis en train de mettre une pompe à chaleur qui chauffe ma piscine l'été et qui chauffe ma maison l'hiver. Et tout le monde me dit, mais c'est impossible, c'est pas la même eau, il y a du shit. J'ai dit, mais alors, je mets une vanne 3 voies, je mets l'eau d'un côté, l'eau machin l'autre. Oui, mais c'est pas le même régime d'eau. J'ai dit, oui, mais quand il fait 5 degrés dehors, je vous jure, je suis super content d'avoir l'eau à 18 que je chaufferai à 24. Hein. Mais le coût thermique est beaucoup moins cher dès qu'on a de l'eau. Donc les régimes d'eau, c'est un vrai réflexe, mais ça fait partie du chemin. Mais encore une fois, sur les data centers et dans les edge data centers, vous voyez probablement tout ce que fait Carnot Computing. Carnot, il y a 10 ans, c'était une blague. Aujourd'hui, c'est pas mal. Hein. Mais par contre, il faut du workload qui soit du workload non critique, non confidentiel, non RGPD. Il reste 5 à 10% des workloads, quoi. Donc, est-ce qu'on s'emmerde à faire tout ça pour 10% TVA, c'est 20%, quoi. Bah, les panneaux photovoltaïques, le problème, c'est qu'on est sur des panneaux à 310 watts. On est en train de basculer sur des panneaux à 610 watts. Et par rapport à la consommation abyssale des data centers, il faut faire comme Apple. Hein. Il faut acheter les 800 hectares qu'il y a autour du data center pour faire un truc avec. Hein. Il faut les mettre pour faire plaisir.
Mais le vrai problème, c'est que vous avez peut-être vu les quelques incendies de data centers qui ont eu lieu en début d'année, le problème à Marseille hier. Souvent, ce qui fout le bordel, c'est les batteries des panneaux photovoltaïques qui prennent feu. Parce que la seule chose dont on est certain, c'est qu'une batterie, ça prend feu. Non, mais une batterie, ça prend feu tout le temps. C'est pour ça qu'on la change régulièrement, et notamment on la change avant qu'elle prenne feu. Et quelle que soit la technologie de batterie, elle a une légère tendance à prendre feu. Et globalement, tout ce qui prend feu dans les data centers, on n'est pas trop d'accord. Alors, il y a des nouvelles batteries lithium qui ne prennent pas feu, mais globalement, je vois la tête qui bouge par là dans mon champ visuel, mais globalement, des batteries bas de gamme qui sont livrées par des intégrateurs de panneaux photovoltaïques, ça prend feu. Et ça dégage de l'hydrogène régulièrement. Madame ? Pas du tout. Non, n'importe quel serveur peut aller dans l'huile diélectrique. Les constructeurs sont en train de faire des gammes spécialisées, mais on a fait nous un démonstrateur il y a 4 ou 5 ans avec un serveur Dell du marché là, qu'on avait sorti de production. On l'a mis dans l'huile et il tourne toujours. Hein. Et je suis persuadé que le vieillissement des machines est de meilleure qualité. Je ne peux pas m'engager dessus parce qu'il n'y a rien qui le prouve, mais je suis persuadé qu'un serveur dans l'huile, il dure 10 ans. Ouais, quelque chose qui consomme un peu d'électricité quand même. Sinon, ce ne sera pas trop rentable. Mais c'est pas cher, hein, parce qu'on parle de bac avec une pompe et un variateur. Hein. Moi, j'ai de la chance, c'est que dans mon réseau proche, j'ai le patron de Motul, qui est le fabricant d'huile, et j'ai réussi à le convaincre de faire une gamme d'huile spéciale pour ça. Et il est en train de faire des tests partout aux États-Unis sur ce fluide-là, parce qu'on est certain que ce fluide-là, il y en aura partout. Dans les serveurs, dans les ordi de gamers, dans les machins et trucs, il y aura ça, c'est sûr. Une autre question ? Ouais ? Alors, j'en ai entendu parler de Edge Data Center qui sont des sujets intéressants. Dans le bâtiment de Lyon, quant à Lyon, on en construit un. Mais c'est une escroquerie d'appeler ça un data center. Bah, c'est un data center tiers 1, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de sécurisé. Il y a une porte, un verrou, un onduleur. Ouais, un peu mieux, quoi. C'est la salle grise, nous c'est de la salle gris clair. Voilà. Bon. Mais globalement, le niveau d'exigence d'un data center requiert un minimum de densité commerciale qui requiert donc un minimum de taille critique. Et je pense que tous les promoteurs de France et de Navarre sont venus me voir à The Camp sur cette thématique. FBI, quoi, fausse bonne idée, quoi. C'est pas le truc où il faut aller en premier, quoi. Bon, vous allez tous faire du green. Personne qui est habillé en vert, c'est cool. Bon, ça va pas déchaîner les foules, mais au moins vous êtes au courant et les autres sont pas au courant. Voilà.